Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à tes questions. Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que tu as pu me poser lors d'un post que j'ai mis sur ma chaîne. Vous n'avez pas été très nombreux à me poser des questions, mais c'est des questions très intéressantes, donc je vais essayer d'y répondre. Mais tout d'abord, je tenais vraiment à te remercier, à vous remercier. Merci à toi, merci à vous du soutien que vous m'apportez. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'incite vraiment à continuer dans cette voie-là et à vous donner mon ressenti sur la moto en général. Je partage mes moments mécaniques, je partage quelques balades, je vais te partager des sentiments comme aujourd'hui. Et là, on va répondre à des questions que tu m'as posées. Et si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si t'es pas abonné, abonne-toi et rejoins-nous dans l'aventure. Allez, eh bien écoute, on passe à la première question. C'est parti. Donc la première question aujourd'hui vient de Uren, une royale en Normandie. Je te pose la question ici. Et il me demande, une royale qui concurrence la T120, ça te dit? Alors, Ben, je vais te répondre parce que je te connais, je suis ta chaîne et vous pouvez aller le voir aussi parce que c'est une chaîne très intéressante, c'est du pur plaisir en royal. Donc allez faire un petit tour sur sa chaîne, ça vaut le détour. Donc, Ben, pour te répondre, écoute, pour moi, l'essence de la Royal Enfield, c'est pas d'aller concurrencer une Triumph ou n'importe quel classique ou néo-rétro, comme on aime le dire. Moi, je voudrais même pas qu'il y ait de concurrence au final. Je voudrais même pas essayer d'aller chercher une concurrence. On peut pas comparer, c'est pas comparable au niveau motorisation, au niveau finition, au niveau tarif, parce que le tarif est très important quand même là-dedans. Donc pour moi, pour répondre simplement à ta question, une royale qui concurrence, non, ça m'intéresse pas, parce que de toute façon, il faut rester quand même dans ce côté simpliste, et ça sert à rien d'aller chercher absolument toujours au-dessus, toujours au-dessus. Donc ils savent faire ça. À l'heure où je te parle, l'ECMA est actif à Milan pour les nouvelles générations de motos et il le prouve qu'il ne monte pas en gamme. Il garde toujours ce 650 Twin qui a fait l'Interceptor, la Continental GT, la Super Meteor, la Shotgun. Là, ils sont partis à faire une classique. Ils ont fait une classique et il y a la Beer, une version Scrambler de l'Interceptor qui est arrivé sur le marché. Donc en fait, ils restent dans leur ligne, même si de conception, ce moteur a été fait pour être poussé à 750 ou 850 cm3. Mais bon, quand on vient chercher une Royale, on ne vient pas chercher la puissance. Donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt de faire de la concurrence. C'est deux marchés différents. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Ben. Et je le répète, allez faire un petit tour sur sa chaîne parce qu'elle est très intéressante. Donc maintenant, on va passer à la seconde question. Alors, pour cette deuxième question, on a Denis qui m'a demandé « Salut à toi Red Dog, que penses-tu du port du gilet airbag? Trouves-tu cela nécessaire pour la sécu du motard? Penses-tu en acheter un jour ?» Donc, pour faire simple, Denis, je ne pense pas acheter un gilet airbag un jour. Personnellement, je vois pas l'intérêt. Enfin, je vois pas l'intérêt. C'est pas que je vois pas l'intérêt. Un intérêt, il y en a un, c'est la sécurité. Mais en fait, quand j'ai appris à faire de la moto, en fait, on n'avait pas tout ça encore. Et comme beaucoup d'entre nous, hein, et comparé à certains abonnés, je pense que je suis un jeune motard. Mais pour moi, c'est pas ma vision de la moto. On a déjà des protections, on a déjà des chaussures, des gants, le casque, le blouson, parce que quand on roule, moi je roule équipé hiver, été, automne, printemps, je roule équipé. J'ai toujours mon blouson de sécurité, j'ai toujours mon casque, mes gants de protection, des chaussures adaptées à la conduite. Donc un gilet airbag, ça me ferait encore une contrainte supplémentaire.
Je dis une contrainte, mais ça ferait un élément encore supplémentaire à se mettre pour pouvoir aller rouler. Et moi, ma conception de ça, c'est que quand j'ai appris à rouler, en fait, on n'avait pas les airbags moto. Et pour moi, que tu aies un airbag ou pas, j'ai envie de te dire que le jour où ça doit arriver, eh ben malheureusement, ça arrive. Airbag ou pas. Alors, on peut protéger des points vitaux, on peut, bien sûr, on peut trouver tout un tas de causes. Si tu regardes, tu as des pays comme aux États-Unis ou en Asie ou certains endroits du monde où le casque n'est pas obligatoire. Nous, on l'a d'obligatoire. Si demain, on t'enlève le casque obligatoire, est-ce que toi, tu roulerais sans casque? Voilà. Après, c'est chacun sa vision de la chose, en fait. Donc, pour ma part, j'ai pas d'avis sur le port de l'airbag. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je sais que moi, c'est pas dans mes critères de recherche premiers. Voilà. Je cherche pas absolument à me trouver un airbag. Et cela dit en passant, je trouve qu'au niveau tarif, c'est abusé, alors que c'est un élément de sécurité, comme tout élément de sécurité qu'on puisse avoir en moto. Mais pour moi, je trouve les tarifs exorbitants. Donc non, sincèrement non. J'ai toujours roulé comme ça. Je te réponds que pour moi, pas de gilet airbag. J'espère avoir répondu à ta question. Si c'est pas le cas, bah, laisse-moi un petit commentaire et on peut continuer à en parler. Donc maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question que j'ai pu recevoir, c'est la question de le druide et la Scarlett, qui me marque. Je te mets la question ici. Salut Henri, que penses-tu des motos électriques? Quand on voit les consommations des motos actuelles, est-ce vraiment nécessaire? Un gros V à toi et surtout, tu roules cool. Mais toi aussi, le druide roule cool. Et je te fais un gros V aussi et tu le sais. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que je pense des motos électriques? Alors, je vais faire court. Je sais que ça va ouvrir des débats et voilà, mais ce n'est que mon sentiment. La moto électrique, pour moi, n'a aucun intérêt, n'a pas d'intérêt, tout simplement. Elle n'a pas d'intérêt, pourquoi? Parce qu'en fait, avec une moto électrique, eh ben, tu ne peux pas, tu n'as pas ce sentiment de liberté qu'on puisse avoir avec une moto thermique. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'autonomie. L'autonomie, alors on va parler de l'autonomie, mais il y a le temps que tu passes. Quand tu pars en roulage en bécane et que tu veux t'arrêter à une station-service, faire un plein, mettre du carburant dans ta moto, ça te prend, on va dire, entre 5 et 10 minutes. Voilà, si tu te fais une petite pause. Tu veux recharger tu veux partir en road trip, tu veux partir en moto électrique, tu vas faire 250 km, 300 km grand maximum, et tu vas être obligé d'attendre 1h30, voire 2 heures pour avoir un taux de recharge acceptable pour pouvoir repartir. Donc la moto électrique ne m'intéresse pas. Même pour les villes, au final, ça ne m'intéresse pas. Et comme tu le soulignes dans ta question, la consommation des motos actuelles, avec toutes les normes européennes qu'il puisse y avoir, toutes les normes qu'il y a sur les motos, la consommation n'est pas excessive. On ne consomme pas, on n'est pas des camions. Donc moi, je vois l'Intercept Dog consomme sur mon dernier trip que j'ai fait en faisant vraiment de la distance, j'ai pu voir. Moi, je consomme entre 3 litres et demi, 4 litres au 100. À peine, à peine. Donc, j'ai envie de te dire que non. Moi, la moto électrique, pour moi, n'a aucun intérêt dans le paysage moto. Ce n'est que mon point de vue. Mais voilà, j'ai pas envie d'étaler là-dessus parce que déjà, je connais pas trop les motos électriques en général. Pourquoi? Parce que je ne m'y intéresse pas, tout simplement. Donc voilà, le Greg, donc, de la chaîne Le Druide et la Scarlett. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Une chaîne très intéressante où il y a beaucoup de réflexions dans son motovlog. Et franchement, ça fait vraiment plaisir à écouter et à voir. Donc, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne. Vous allez voir, Greg propose du contenu très, très intéressant. Donc, on va passer à la question suivante. C'est la question numéro 4.
C'est la question de Quentin de la chaîne Sur la route. Donc pareil, allez faire un petit tour sur sa chaîne. Quentin est dans le Vercors. Il a des paysages magnifiques. Il propose des petits motovlogs super sympas, des lives tous les lundis soirs à 20h sur sa chaîne. Et on est tous là pour le soutenir. Donc si vous voulez aller le soutenir, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Donc Quentin me demande: salut Henri, j'aimerais savoir combien de motos tu as eu avant l'Intercept Dog. Voilà, à bientôt l'ami. Alors Quentin, combien de motos j'ai eu? Écoute, je vais essayer de faire au plus court et on va regarder tout ça ensemble. Donc, pour faire court, ma première moto, Quentin, ça a été un 600 Bandit de 1998. 600 Bandit N. Donc là, j'ai trouvé en photo, donc celle-là, c'est pas la mienne. Vous allez voir après des photos de mes motos que j'ai eues. Mais là, à cette époque-là, on n'était pas encore trop branché sur le numérique. Donc ça a été une de mes premières motos. Ça a été ma première moto en 2001. En 2001, j'ai eu mon 600 Bandit N pour démarrer la moto. Donc j'en étais très content, hein, normal, jeune permis. Et à l'époque, si je me souviens bien, on n'avait pas de restrictions au niveau du permis, si je dis pas de bêtises. Si des gens peuvent me dire, dans ces années-là, avant, normalement, il n'y avait pas de A1, A2, on n'avait pas de conditions, je crois pas, hein, je sais plus. Bref, donc la première moto, ça a été un 600 Bandit N, donc naked, hein, voilà. C'était un naked. C'était dans les roadsters classiques de l'époque. C'était les roadsters à la mode. Le temps est passé. J'ai dû revendre cette moto. Je suis resté quelques temps sans moto. La deuxième moto que j'ai eue, je suis revenu avec les moyens que j'avais à l'époque. Ça a été un petit 500 GSE. Alors pareil, hein, qui n'était pas jaune. Ça, c'est une photo attrapée sur Internet. Attends, je décale un peu là. Je viens de me rendre compte que j'avais pas décalé comme il fallait. C'est un petit GSE 500. C'était c'était le type de moto-école à l'époque, au final. Et c'était même déjà, c'était pas très très cher. Mais c'était bien pour se remettre un pied à l'étrier. Après, il me semble que je suis resté un an et demi sans moto pour des raisons personnelles. Donc ça, c'était ma deuxième moto. Donc petite moto sympathique, hein, achetée d'occasion, pas très très cher en entretien, en assurance et tout ça. Et ensuite, j'ai eu la Yamaha FZX. Alors, la Yamaha FZX, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a surnommée la petite sœur du VMAX, en fait. Donc, c'était une moto très, très intéressante. Franchement, j'ai adoré cette moto. La puissance était là, pour l'époque. Par contre, une chose que je me souviens, c'est qu'à choper les 4500 tours, 5000 tours, tu avais l'impression qu'elle avait un turbo dans le fion, quoi, pour être poli. Mais par contre, la partie cycle et le freinage ne suivaient pas du tout, quoi. Et tu te faisais des frayeurs. Mais c'était un très très bon moteur. Parce que franchement, moi j'ai pris du plaisir sur ces petites machines et franchement, c'était super sympa à l'époque. On va commencer par la première. La première, ça a été un Yamaha 660 XTX en super motard. Donc je suis un petit gabarit, je suis voilà. Alors c'est vrai que je peinais un petit peu quand j'étais à l'arrêt, hein, je posais le pied que d'un côté, voilà. Mais alors à rouler, c'était une superbe bécane. Une superbe bécane. Voilà. Donc j'ai eu cette moto-là. Donc celle-là, c'est vraiment la mienne. Hein. C'est vraiment celle que j'ai eue. C'est une photo que j'ai retrouvée. C'était celle que j'avais achetée. Pareil, achetée d'occasion. Hein. Très bon moteur, Yamaha. Hein, voilà. Hein. Donc ça a été ma... Donc là, on est à la 4e moto. 5e moto, un petit Suzuki SVS 650. Jaune, voilà, on le voit là, elle est toute belle. Pareil, j'ai beaucoup aimé cette petite machine. Alors, elle avait un kit, quand je l'ai acheté comme ça d'occasion. Elle avait un kit de bas de carénage, voilà, pour faire un peu style sportif, mais bon.
Alors j'aimais cette moto, mais je ne l'ai pas gardée forcément longtemps parce que pareil, il y avait quelques petits détails qui me déplaisaient sur cette machine. Donc déjà, elle avait un frein moteur très puissant et je me suis fait plusieurs fois peur avec parce que j'ai eu des moments où je me souviens avoir bloqué la roue arrière sur un rétrogradage et voilà, ça ne me mettait pas en confiance forcément sur cette machine. Mais bon, c'était sympathique. Donc sixième machine, pardon, ça a été un Suzuki toujours 800 Intruder, un petit 800 Intruder. Ça a été mon premier pas dans le custom en fait. Elle était très propre pour l'époque, elle était super belle, les chromes étaient parfaits, pas piqués, rien du tout. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais fait refaire la selle avec le dossier du CC bar et tout ça. C'était une moto très intéressante, transmission par cardan. C'était super pour démarrer. Ça a été mon petit pas avant Harley-Davidson. Donc là, sur toutes ces années-là, je suis passé par diverses machines, mais dans l'espoir un jour de pouvoir m'offrir une Harley-Davidson. Donc ça a été un de mes premiers pas dans le custom au final, parce que Harley-Davidson, tu sais ce que tu vas chercher. Donc en fait, voilà, ce petit Intruder a été sympathique à rouler. Là, ça a été Buell XB9. Mon Buell XB9, alors là, là vraiment réel, vraiment premier pas dans la motorisation Harley-Davidson, de motorisation Harley, de Sportster, mais avec beaucoup de choses modifiées dessus. Donc, qui n'avaient rien à voir, parce que les moteurs étaient un peu plus péchus. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas exactement l'historique de Buell, mais voilà, il y a eu des préparations dessus et ce qui en est ressorti, c'était il y a eu la XB9, la XB12, il y a eu des modèles juste avant, là au moment où je te fais la vidéo, je ne regarde même pas, donc tu regardes, tu tapes Buell, tu vas aller chercher des modèles, ils avaient des super bécanes. Donc ça a été mon premier pas. Alors, ce qui est atypique sur ces motos, j'ai toujours aimé les côtés atypiques des motos et ce que j'aimais sur cette moto, réservoir dans le cadre, le réservoir d'huile, c'était dans le bras oscillant, un gros disque à l'avant et une gueule franchement, voilà, hyper agressive. Et moi, j'aimais beaucoup cette moto. Je l'ai trouvé sympa et ça a été vraiment ce déclencheur-là pour pouvoir évoluer chez Harley-Davidson. Et donc là-dessus, eh bien, j'ai réussi à acquérir ma machine Harley-Davidson 883R 2007, dernier modèle à carbu. Là, c'est l'état où j'ai acheté la machine. Donc elle était full stock. J'ai fait pas mal de routes pour aller la chercher. J'ai pris le train, je l'ai acheté sur photo, hein. J'y suis allé confiant. J'ai été la chercher en train à Nevers et je suis rentré avec. Donc vraiment ma première Harley et la moto que j'ai gardée le plus longtemps, car je l'ai gardée 7 ans cette machine. J'ai pris un pied pas possible. Et donc j'en suis venu à la modification parce que là en fait, et quand j'ai revendu ma machine, elle était devenue comme ça. Voilà. Donc là j'avais vraiment tout fait dessus. Peinture personnalisée. J'ai tout personnalisé. Voilà. Donc j'ai toujours aimé ça, hein, personnaliser mes motos, mais encore plus quand je suis arrivé avec des modèles comme ça. Et là, j'ai pris un pied pas possible à la modifier. Donc quand je l'ai vendue, voilà, dans l'état que j'ai vendu ma moto 7 ans après l'avoir achetée. Donc ensuite, j'ai alors en complément de ma Harley, j'avais acheté un petit 600 XT de 1990, je crois, les premiers démarrages électriques. Hein. C'était pas un démarrage au kick, c'était démarreur électrique. Je lui avais mis des petits crampons, c'était pour pouvoir aller me balader dans le Limousin. Donc voilà, c'était une petite bécane, pareil. Bon, après, je l'ai vendu parce que je m'en servais pas au final. Donc, je m'en servais que très peu. Donc, j'ai fait un heureux en la vendant. Premier pas chez Royal Enfield. J'ai acheté une Himalayan 411. Himalayan 411, très bonne machine. Alors, une gueule atypique, hein, toujours, on reste dans l'atypique.
Très atypique la 411, hein. On n'aime pas, c'est des choix, ça on peut pas dire. Moi j'aimais bien, petit trail, voilà, petit trail, parce que je suis un petit gabarit, j'étais super à l'aise dessus, mes pieds touchaient par terre, très agréable et très abordable au niveau tarif. Donc on y revient, hein, agréable niveau tarif, niveau entretien, ça coûte rien du tout. Voilà, j'en étais ravi. Et donc, pareil, j'ai flashé sur l'Interceptor. Et donc, j'ai acheté mon Interceptor que tout le monde connaît. Si tu es abonné à la chaîne, tu connais forcément l'Intercept Dog qui maintenant arrive au bout de ses modifications. Et je suis pleinement satisfait de cette machine. Donc on va en venir à la dernière question de cette petite FAQ. C'est Brian Boutfort qui me demande: Salut Henri, quel est pour toi le pire défaut et la plus grosse qualité de l'Interceptor? Alors là, ça va être très compliqué parce que j'ai pas un œil très négatif sur ma machine en fait. Donc le pire défaut, je peux pas te le dire parce que pour moi, je trouve pas de défaut. Le seul défaut que j'aurais envie de te dire, alors si on peut mettre ça dans un défaut mais qui est largement acceptable, pour moi, ce qu'il faut aller chercher à modifier en priorité, ça va être peut-être la suspension et les pneumatiques. Ce n'est que mon avis personnel. Moi, j'ai trouvé un fort changement en faisant ça. Donc, je te dirais que pour moi, ce serait le pire défaut. Et la plus grosse qualité, la qualité, c'est que, comme l'Himalayan, le prix d'achat de la machine, la qualité de finition maintenant, qui se sont énormément améliorées sur le coût de l'entretien. Le coût de l'entretien, c'est rien du tout. Si tu bricoles un petit peu, tu veux faire une vidange, un jeu ou soupape, tu te débrouilles un petit peu. Et le coût des modifications. Le coût des modifications, parce que les pièces beaucoup plus abordables, que ça soit en échappement, même si maintenant beaucoup se sont mis dans la brèche et profitent peut-être un petit peu de l'engouement de la Royal Enfield pour pouvoir proposer des accessoires très chers. Mais je trouve quand même que c'est abordable. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça les plus grosses qualités de l'Interceptor. C'est une moto facile, qui coûte pas grand-chose, que ce soit en assurance, en entretien, en carburant. Et puis, la fiabilité qui est pu à prouver. L'Interceptor a été présenté en 2017 et on arrive en 2025 où Royal Enfield a gardé la même motorisation. Donc, la motorisation est très, très fiable sur ce genre de petite machine. Donc voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. J'espère que les réponses vous ont plu. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir. Je vais recréer un post pour refaire une FAQ et on approche des 1500 abonnés, les gars. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et 1500 abonnés, écoute, j'ai envie de te proposer un petit cadeau aux 1500 abonnés. Donc on fera un petit tirage au sort. On n'en est pas là, on n'est pas encore arrivé dessus. Donc si cette vidéo t'a plu, tu me laisses un petit commentaire, tu me mets un like parce que c'est très bon pour le référencement YouTube. Et sur ce, comme d'habitude, tu connais le truc maintenant, tu roules cool.